Qu'il est bon de vivre en France, pays de l'esprit critique. Cela nous permet de savoir sans le moindre doute que la Chine va nationaliser Alibaba et que Jack Ma a disparu. Si vous avez un doute, oui, il y a une pointe d'ironie dans cette phrase. Cette semaine, petite pause dans notre série sur Ping An et exploration du cas Jack Ma et de ce que cela pourrait vouloir dire de l'évolution de la doctrine chinoise. Dans cet épisode, pas de fausses révélations ni d'informations non publiques. Je vous donne juste les clés pour comprendre ce qui se joue, pourquoi et comment on en est arrivé là, et ce que les commentateurs imaginent pouvoir conclure de cette histoire passionnante. Bienvenue dans Asie Innovation. Pour débuter, présentons le sujet à ma maman. Alors maman, dans cet épisode, je vais t'expliquer qui est Jack Ma, ce qu'il a fait dans sa vie pour être riche et célèbre et pourquoi on parle beaucoup de sa disparition depuis quelques semaines. Enfin, beaucoup, c'est relatif. Ça buzz un peu sur les réseaux sociaux, mais dis-toi que si son histoire était celle de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, tu en entendrais parler matin, midi et soir. Je vais aussi t'expliquer pourquoi les dernières nouvelles sur Jack Ma pourraient laisser penser que la Chine va modifier de façon très importante sa doctrine commerciale. Ma maman est briefée, nous pouvons commencer. L'histoire de Jack Ma, c'est celle des entrepreneurs qui ont bénéficié à plein de l'éveil de la Chine prophétisé par Alain Peyrefitte dans son célèbre livre de 1973. Et non, je n'étais pas né. Dans le tout premier épisode de ce podcast, consacré au dépôt de brevets en Chine et à Xiaomi qui fait main basse sur la finance indienne, je vous dressais son parcours. Alors recyclons, c'est à la mode, mais en densifiant très largement. Jack Ma est né en 1964 à Hangzhou, en Chine. Son vrai nom est Yun Ma, Yun signifiant nuage en chinois. Sa mère est ouvrière et son père photographe. Il n'est donc pas un prince rouge, ses enfants de hauts dignitaires du Parti communiste chinois. Dans son adolescence, il propose des visites guidées en échange de cours d'anglais. C'est ainsi qu'une Australienne dont le mari s'appelle Jack se prend de sympathie pour lui et suggère qu'il adopte ce prénom. Yun Ma devient Jack Yun Ma. Si ça c'est pas de l'anecdote qui tue. Finalement, il est diplômé d'une licence d'anglais en 1988. Et il a beaucoup de chance car son niveau en maths, la matière de sélection en Chine, est catastrophique. À ce moment commence sa légende personnelle et notamment l'un des mantras qui lui est associé, la résilience à l'échec. Lors de sa vie d'étudiant, il s'est vu refuser l'entrée à l'école de police, a été recalé 10 fois à l'entrée de Harvard et a même été refusé pour servir du poulet frit par les premiers KFC chinois. Puis la chance tourne, il devient assistant prof d'anglais à l'université polytechnique d'électronique de Hangzhou. Il regroupe quelques profs d'anglais retraités et lance une entreprise de traduction, la Hangzhou Eibo. Elle cible les nombreuses PME qui veulent se faire connaître hors de Chine. Coup de génie. En fait, non, ça marche pas. Mais Jack finance cette agence avec son job d'enseignant, des cours du soir et de la vente à la criée de fleurs et de gadgets dans les rues de sa ville. L'acharnement et le travail finissent par payer, puisqu'en 1995, il accompagne une délégation chinoise aux États-Unis comme traducteur et il découvre Internet et les startups de la Silicon Valley. Il crée la même année China Pages, l'un des premiers sites Internet chinois. Il s'agit d'un annuaire et d'une entreprise qui réalise des sites web, notamment pour les gouvernements locaux chinois. 2 ans plus tard, son entreprise est fusionnée avec une structure d'État et Jack Ma revend ses parts et devient fonctionnaire au ministère du Commerce extérieur. 2 ans après, il cofonde Alibaba. Alors pour ceux qui vivraient sur Mars ou qui écoutent uniquement France Inter ou CNews, Alibaba c'est l'un des plus gros sites de e-commerce du monde. Je ne vais pas m'étendre ici sur l'empire Alibaba et ses ramifications, AliExpress, Taobao, etc. car ce sera sans doute l'objet de nouveaux épisodes. Durant les années qui suivent, Jack Ma vole de succès en succès et il cultive une image incroyable. Il est très présent sur les réseaux sociaux et il aime le show. Pour les 10 ans d'Alibaba, il est monté sur scène habillé en punk avec crête sur la tête. Il a aussi chanté le Roi Lion à ses quelques 86 000 employés et on peut également le voir déguisé en Michael Jackson. Prenez quelques minutes pour aller visionner les vidéos sur le net. Pas tellement pour la prestation, qui est, amateur,
mais pour prendre conscience que le type qui fait cela est la première fortune de Chine. En équivalent, on aurait Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, et si on parle de français, Xavier Niel ou éventuellement Michel-Édouard Leclerc. C'est ultra détonnant. Qu'on aime ou pas, on peut quand même s'interroger sur le faible intérêt porté par les journalistes européens à ce personnage. Au-delà de ça, Jack Ma est aussi très charismatique et il multiplie les conférences et les déclarations sur sa vision du business. En 2015, il rachète le South China Morning Post, un quotidien super intéressant, mais pas complètement persuadé que le régime chinois a toujours raison. D'ailleurs, courant 2016, Jack Ma annonce l'intention d'Alibaba de se diversifier dans le secteur des médias avec un investissement de 7 milliards de dollars. Dans un autre genre, Jack Ma achète le château de Source, un vignoble bordelais, et sur sa lancée, il en achètera 3 autres et il va co-créer une maison de négoce, Cellar Privilege. Cela nous le rend éminemment sympathique, bien évidemment. Le 10 septembre 2019, le jour de son 55e anniversaire, il quitte la direction du groupe Alibaba. À ce moment-là, les commentateurs postulent qu'il souhaite se consacrer à ses hobbies. La peinture à l'huile, le kung-fu, sa famille, il a une femme et 2 enfants, et ses actions caritatives. Car oui, il est apprécié également pour sa philanthropie en Asie et dans le monde. On estime qu'il a donné environ 1 milliard de dollars à des organisations de charité s'occupant du système de santé, de l'éducation et de l'environnement en Chine. Et puis je le redis, il est propriétaire de 4 domaines viticoles, de quoi picoler donc. Rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et pourtant, l'année 2020 sera très différente pour lui avec une succession d'événements incroyables en quelques semaines et qui n'ont rien à voir avec la Covid. Et je vous raconte tout cela dans 1 minute 30. Et oui, c'est la page promotion. Promotion et non pas réclame ou publicité car vous aurez remarqué que je ne vous vends rien. Alors, en complément des épisodes du podcast, j'ai lancé un site internet. Après des heures de brainstorming, de mind mapping et même de design thinking, j'en suis arrivé à choisir le nom de domaine asiinnovation.fr. Asie innovation au pluriel, tout attaché.fr. Petit à petit, ce site s'enrichit et dans un futur proche, mais non déterminé, vous pourrez avoir la transcription complète des épisodes. Alors, je vous recommande très vivement de vous inscrire à la newsletter et de naviguer dans le site pour découvrir des épisodes que vous auriez ratés. Depuis ce site, vous aurez également tous les liens pour vous abonner à ce podcast, ce qui sera sans doute la résolution la plus facile à tenir pour vous. Voilà, fin de la promotion, retour à Jack Ma. En cette fin d'année 2020, la finance mondiale a les yeux braqués sur l'introduction de Ant Financial à la bourse de Shanghai. Je ne vais pas vous faire le détail parce qu'un jeune podcasteur, plein de promesses, a réalisé une merveilleuse série sur cette incroyable société. Je vous laisse deviner qui est cette sympathique personne et où trouver ces épisodes. Mais en 2 mots, Ant Financial est la filiale financière du groupe Alibaba. Elle devait être introduite en bourse le 5 novembre et on a commencé à en parler au cours de l'été 2020. Ce qui faisait le sel de cette IPO, c'est qu'elle devait être la plus grosse de l'histoire et valoriser la société de Jack Ma autour de 250 milliards de dollars. Or, le 3 novembre 2020, l'opérateur du marché de Shanghai décide de reporter sine die l'opération en invoquant des changements dans l'environnement réglementaire. Cela peut paraître anecdotique, mais c'est une décision juste incroyable. Un seul chiffre. La demande des investisseurs particuliers pour cette IPO avait atteint un montant de 3 000 milliards de dollars. Alors, pourquoi ce recul? Petit retour en arrière. Le 24 octobre 2020, Jack Ma participe au Shanghai Bond Summit. Le Bond Summit, c'est un sommet autour de l'économie et de la finance. Pour vous situer le niveau, en termes de participants, on compte Wang Qishan, vice-président de la République populaire de Chine. Et puis côté français, on va avoir Frédéric Oudéa, patron de la SG, ou Yves Perrier, le CEO de Amundi. Bref, du très lourd et du très consensuel. Ajoutons qu'il y avait dans l'auditoire beaucoup de représentants des autorités de régulation du pays. Et là, dans ce contexte davosien, Jack Ma va livrer un discours hallucinant. Attention, au-delà de ce que vous pensez du fond, pensez à l'impact de ces phrases dans ce contexte. Jack Ma, ceci dit, il avait prévenu, puisqu'à la 5e ligne de son discours, il dit « Je suis de retour à Shanghai pour le Bond Summit, avec d'autres points de vue qui, je l'espère, pourront vous donner à tous matière à réflexion. Pour être franc,
J'avais des doutes quant à l'opportunité de venir ici et de faire ce discours aujourd'hui. Mais je pensais que les gens comme moi ont une responsabilité inéluctable pour penser à l'avenir. Quand on connaît la suite de l'histoire, c'est presque fou. Et ensuite, ensuite, dans son discours, tout le monde va en prendre pour son grade. Je vous ai fait une petite sélection, mais le discours est tellement dense que vous pourrez trouver une retranscription complète dans un article d'asiinnovation.fr. Il va commencer par dézinguer le comité BAL. Alors BAL, c'est une organisation internationale de contrôle des risques financiers. Je cite: les accords de Bâle sont un peu comme un club de vieux. Son objectif est de résoudre les problèmes liés au vieillissement des systèmes financiers qui sont en place depuis des décennies. Vient ensuite une attaque frontale du système financier chinois. Je cite: il ne s'agit pas de risque financier systémique car il n'y a pas de système financier en Chine. En réalité, la Chine est confrontée au risque de l'absence d'un système financier. Il continue, je cite: la course de demain sera une course à l'innovation et non aux capacités réglementaires. Aujourd'hui, tous les pays rivalisent pour être le régulateur le plus impitoyable et tous les développements sont des paroles en l'air. Au cas où cela ne suffirait pas, ça se poursuit par, je cite toujours, les banques ont une mentalité de prêteurs sur gage. Et pour terminer, il dit: nous ne devrions pas simplement nous opposer aux nombreuses organisations qui réglementent le monde, Nations Unies, OMC, OMS. Nous devrions nous interroger sur leurs valeurs. Alors pourquoi ce coup de sang? Ici, on est clairement dans le domaine de la supputation. Sur la base de son discours, je pense que Jack Ma se sent investi d'une mission pour la jeunesse. Dans un autre genre, mais proche, rappelons qu'au forum de Davos, en 2018, il avait déclaré: pour le bien de la planète, n'achetez plus les conneries qui se vendent sur les sites de commerce en ligne. Autre option, non exclusive de la précédente, une sorte de coup de poker vis-à-vis de la réglementation. Petite explication, un poil technique. On Financial fait notamment du prêt sur Internet. En fait, elle fait de la mise en relation puisqu'elle ne porte elle-même que 2% des 220 milliards d'euros de prêts réalisés. Mais par contre, son dernier bilan comptable, juste avant l'IPO, aurait permis à l'État chinois de mesurer l'ampleur du problème de risque systémique. Or, ce risque, c'était la nouvelle marotte réglementaire. Peut-être que Jack Ma s'est dit que c'était une opportunité de mettre la pression. Toujours est-il qu'il a mal mesuré les conséquences de son discours. Très rapidement, Jack Ma est convoqué, avec d'autres dirigeants d'Ant, par les régulateurs financiers. Dans la foulée, la fameuse IPO est donc reportée et de nouvelles règles sur le prêt en ligne émergent. Nouvelles règles de nature à largement restreindre la rentabilité de cette activité pour Ant. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu cette information, le Wall Street Journal nous apprenait que c'est le président chinois Xi Jinping qui avait personnellement pris la décision d'interrompre l'introduction en bourse de Ant Group, furieux du discours de Jack Ma. Précision, au Bund Summit, il y avait donc le fameux Wang Qishan, qui a fait un discours appelant à plus de régulation avant celui de Jack Ma, qui lui en gros dit quand même la régulation, c'est les has-been. Or ce monsieur, c'est le bras droit de Xi Jinping. Et même s'il y a eu 2-3 escarmouches dernièrement entre les deux hommes, il faudrait probablement plus dire que Xi Jinping n'a pas voulu défendre Jack Ma. Reprenons le cours des événements. Le 24 décembre, le régime communiste a annoncé l'ouverture d'une enquête sur Alibaba, soupçonnant le groupe de pratiques monopolistiques. Et il y a un peu de monde sur le coup. On parle de la Banque populaire de Chine, de la Commission chinoise de réglementation bancaire, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l'administration d'état d'échange. Et arrive alors la disparition, car depuis le 24 octobre, le fameux discours, personne n'a vu Jack. Pourtant, si vous regardez la date des articles sur cette disparition, vous constaterez, comme moi, qu'ils se situent tous début janvier. Pourquoi ? Eh bien parce que le 3 janvier était diffusé un programme TV à la gloire des entrepreneurs africains. Ça s'appelle Africa Business Heroes. Or, notre ami Jack, il devait être juge lors de cette émission. Et il n'était pas là. Et on en arrive à cette petite bombe lâchée par l'International Business Times tout début janvier 2021. Et reprise en cœur par tous. La Chine allait nationaliser Alibaba et Ant Financial. Si vous voulez lire des articles sur ce sujet, je ne saurais trop vous conseiller de choisir ceux qui savent encore qu'il existe en français un temps de conjugaison qui s'appelle le conditionnel. Pourquoi ? Eh bien parce qu'affirmer doctement et avec certitude que la Chine va nationaliser Alibaba et Ant me paraît encore, à ce stade, un poil hardi. C'est possible, mais pas encore certain. Que savons-nous aujourd'hui ? Avant tout, que tous les articles se sourcent auprès de celui de IBT. Or, ce n'est pas un journal de référence, voire selon certains, c'est un outil de propagande pro-américaine.
Donc, méfiance, méfiance. Rentrons dans le détail. Des sources ont déclaré que les enquêtes que j'ai évoquées précédemment sont une preuve de la volonté de la Chine de nationaliser Alibaba et Ant. Monsieur Song King, présenté comme un initié du secteur de la finance sur Internet, a déclaré que l'enquête s'inscrit dans le cadre des plans du Parti communiste chinois visant à nationaliser à la fois Ant Group et Alibaba. Il dit « Il y aura certainement un résultat maintenant qu'ils ont commencé l'enquête. Cela vient probablement des plus hauts niveaux. » C'est une déclaration qu'il a faite à Radio Free Asia. Le quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois, a déclaré que le travail anti-monopole du gouvernement conduirait à un meilleur développement. Il a également dit que le politburo du parti pensait que le travail anti-monopole devait être renforcé pour empêcher l'expansion désordonnée du capital. Enfin, selon le Financial Times, les médias chinois auraient reçu pour instruction de se censurer sur les soucis de Jack Ma. Alors, je vous l'accorde, le faisceau d'indices est important, d'autant qu'une fois que le mot de nationalisation est lâché, reculer semble délicat. Et pourtant, ce n'est pas si facile pour plusieurs raisons. D'abord, gérer une boîte comme Alibaba ou Ant, ce n'est pas trivial. Or, qui dit nationalisation dit probablement changement organisationnel, pas forcément aussi performant. Ensuite, c'est envoyer un message complexe aux investisseurs étrangers. Ant Financial devait être la figure de proue de la nouvelle place financière à Shanghai et de son équivalent de Nasdaq. La Chine investit depuis des années dans son image à l'international et souhaite rapidement devenir la première puissance mondiale en termes de PIB. Alors, certes, Xi, le président chinois, avait déclaré en octobre 2020 que le plan était de faire de la Chine une économie plus contrôlée par l'État et basée sur la demande intérieure. Mais la demande intérieure ne peut pas suffire à la croissance nécessaire pour garantir la paix sociale chinoise. À minima, le marché intérieur doit se comprendre comme l'Asie périphérique. Et là, je vous renvoie à 2 épisodes, celui sur le crypto-yuan et celui sur le RCEP. J'ajoute qu'il y a quand même d'autres initiatives, la nouvelle route de la soie ou l'accord commercial qui vient d'être signé avec l'Europe. Bref, dire comme la Chine va se centrer sur elle-même, elle peut nationaliser Alibaba et Ant et faire fi des contraintes internationales me semble assez simpliste. Mais bon, ça marche assez bien sur Twitter. Enfin, ce que quasiment personne ne mentionne, c'est que le Parti communiste chinois, dans sa logique anti-monopole, n'enquête pas que sur Alibaba, loin de là. Dernièrement, on cite beaucoup les enquêtes sur Meituan, fait de la livraison de nourriture et de restaurants. On lui reprocherait notamment d'obliger les restaurateurs à ne pas être présents sur les autres plateformes. L'application de VTC, Didi, fait également l'objet d'une enquête. Elle aurait utilisé des datas de ses propres utilisateurs pour leur proposer des prix plus élevés. Enfin, il y a également des enquêtes sur Pinduoduo et Tencent. Bref, les régulateurs chinois agissent et il semble qu'au-delà des considérations politiques, la protection des consommateurs soit aussi au cœur des préoccupations. En particulier, ma passion, le live streaming. L'organisme chinois de surveillance de l'Internet a publié un projet de réglementation du live streaming. On parle ici de ce phénomène de type téléshopping online qui cartonne sur Alibaba Taobao, WeChat, ByteDance, etc., etc. Si c'est votre premier épisode d'Asie Innovation, c'est une bonne excuse pour écouter les autres, j'en parle très souvent. La Cyberspace Administration of China a déclaré que selon les règles prévues, les animateurs devront fournir leur nom d'identification réel et leur code de crédit social aux plateformes. Les plateformes devront, elles, à leur tour, soumettre des rapports réguliers aux autorités locales. Elles devront également contrôler régulièrement les contenus et mettre fin à toute publicité illégale, tandis que les live streamers devront avoir plus de 16 ans. Les comportements tels que la promotion de systèmes pyramidaux, de mauvaises habitudes sociales ou la falsification des pages vues seront interdits et les plateformes devront établir une liste d'évaluation. En conclusion, la régulation n'est pas un nouveau mouvement. Et non, le discours de Jack Ma n'a pas déclenché une nouvelle doctrine de la propriété en Chine. Elle préexistait. Alors, nationalisation ou pas? La réponse simpliste et qui assure le buzz, ce serait oui. Quitte à, comme de nombreux journalistes éditorialistes, j'oublie entre guillemets volontairement que j'ai dit cela. Mais j'ai lu récemment qu'on n'a pas réussi sa vie tant qu'on n'a pas eu de hardcore haters sur Internet. Ces gens qui passent leur vie à contredire tout ce que vous dites. Du coup, pour tenter ma chance, je vais dire non, pas de nationalisation, mais une vente par appartement. Je pense que les banques chinoises pourraient dépecer Ant Financial. Ali Health, de son côté, pourrait être vendu à Tencent pour être rapproché de Good Doctor. Pour Alibaba, je n'ai pas d'idée, mais je ne vois pas du tout comment est-ce qu'on peut imaginer un Alibaba nationalisé
face à un JD.com privatisé. Option intermédiaire, une réorganisation financière et une entrée vigoureuse au capital de l'État chinois. Il va falloir regarder cela avec beaucoup d'attention en tout cas, sachant qu'au-delà du discours, il y a également des enjeux de pouvoir au sein du Parti communiste chinois. Pour la faire très courte, Jack Ma était proche du fils de l'ancien président Jiang Zemin. Et Jack Ma? Eh bien Jack Ma, je vous en reparle dans l'info en plus à la toute fin de ce podcast. Eh bien oui, c'est presque terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que vous y avez pris du plaisir et que vous avez appris plein de choses. Normalement, dans le prochain épisode, on reprend l'exploration de Ping An. Je ne saurais trop vous encourager à écouter d'autres épisodes de ce podcast. N'hésitez donc pas à explorer asieinnovation.fr, asieinnovation au pluriel.fr. Et en plus, cela vous permettra de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, dernière piqûre de rappel pour vous inciter à liker et commenter mes posts. Les commentaires, c'est super pour l'algorithme de LinkedIn. Vous pouvez également me trouver sur Twitter. Allez, l'info en plus. Quid de l'avenir de Jack Ma? Eh bien, ce qui me semble certain, c'est qu'il paraît très peu probable qu'on le retrouvera aussi tonitruant que ces dernières années, même si c'est dommage pour la tech mondiale. Pour ce que ça vaut, plusieurs phrases peu aimables circulent à son sujet sur les réseaux sociaux chinois, notamment Weibo, le Twitter chinois. La plus connue étant « Il n'y a pas de soi-disant ère Jack Ma, seulement Jack Ma en tant que partie de notre ère ». Enfin, les dernières informations qu'on a à son sujet datent du 5 janvier. Le présentateur de CNBC, David Faber, a déclaré que Ma n'a pas été capturé ou n'est pas retenu, mais qu'il reste probablement à l'écart du public à Hangzhou, où Alibaba est basé. Il dit « Il est moins visible à dessein et vous pouvez vous attendre à ce que ce soit le cas pendant un certain temps. » Alors normalement là, j'avais fini mon enregistrement et je faisais le montage. Mais joie du sujet d'actualité, on apprenait quelques heures avant que je mette en ligne que Jack Ma avait fait sa réapparition. Le cofondateur d'Alibaba a refait surface mercredi 20 janvier dans une vidéo publiée en ligne par Tianmu News, une filiale du journal officiel du gouvernement de la province où se situe Hangzhou. Je vous mettrai la vidéo dans l'article avec le discours. Dans cette fameuse vidéo, qui selon Tianmu News a été tournée mercredi matin, en direct, on voit Jack Ma s'adresser à des dizaines d'enseignants dans la Chine rurale pour une cérémonie de remise de prix. Il déclare « Nous nous retrouverons une fois l'épidémie terminée ». La vidéo publiée montre également des images de Jack Ma visitant une école primaire dans la ville de Hangzhou. Les actions d'Alibaba, cotées à Hong Kong, ont fait un bond après la publication de la vidéo, ce qui me semble être un peu optimiste compte tenu de la joie qui se lit sur le visage de Jack. Voilà, c'est fini, à très bientôt.